Donc bonjour à tous. Donc on est à la troisième séance du live gestion des ressources humaines. Aujourd'hui on va travailler donc toujours dans la partie recrutement. On va se focaliser aujourd'hui sur comment préparer un bon CV. D'accord? Donc comment préparer un bon CV? Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Badr. Donc comment préparer un bon CV? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un poste qui est vacant, comme ce que je vous ai expliqué en fait la dernière séance par rapport au processus de recrutement, euh, généralement vous n'êtes pas le seul à candidater, d'accord? Et bien sûr, comme c'est un seul poste, donc ça veut dire qu'il y aura de la concurrence. Donc on a tout l'intérêt d'avoir un CV qui se distingue. Donc, plusieurs éléments peuvent distinguer un bon CV et on va voir un petit peu quelle est la démarche à avoir. Merci Mustapha. Excellent. Donc, quelle est la bonne démarche à suivre en fait pour avoir un bon CV ou bien un CV qui est, on peut dire, attractif et sexy pour qu'il soit choisi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un CV, c'est un document en fait qui va vous représenter. D'accord? Qui va vous représenter chez le recruteur avant qu'il ne vous connaisse. Ça veut dire avant de rencontrer Hanan Aliwa, le CV va permettre au recruteur d'avoir une idée sur le profil type de Hanan Aliwa. On avait déjà dit également la dernière séance RH que le recruteur généralement il essaye d'avoir un profil type. Exactement, Mustapha, il faut se démarquer. Et bien sûr, il a imaginé un profil dans sa tête. Donc, vous avez tout l'intérêt de converger avec le profil qu'il a essayé d'imaginer. Donc, bien sûr, c'est pas de l'imagination au vrai sens du terme. Donc ici, quand je parle d'imagination, selon le poste qui est vacant, on a essayé de tracer le profil type de la personne qui doit occuper, c'est-à-dire quelles sont les qualités, les compétences minimales que doit avoir cette personne qui va occuper par la suite le poste. Voilà. Donc, quels sont les éléments qui vont distinguer en fait mon CV? Donc, je vais commencer en fait par le premier point. Donc, j'ai essayé de vous checklister des points qui sont intéressants et qu'il faut mettre en valeur et en fait qui permettent à un recruteur de distinguer et choisir un CV et pas un autre. Voilà. Euh, Vous arrivez toujours à m'entendre, s'il vous plaît? Mustapha, Sakina, est-ce que vous arrivez toujours à m'entendre? Est-ce que la voix est bonne? Donc, je vais continuer jusqu'à preuve du contraire. Donc, je disais que le premier point, c'est mettre en valeur ses compétences et ses expériences. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en valeur ses compétences et ses expériences? Ça veut dire en fait euh, avoir en fait vu les expériences, excellent, vu les expériences qu'on a, il faut savoir les valoriser. Les valoriser dans la présentation, les valoriser par, je dirais, le, le contenu. C'est le contenu et le contenant qui sont importants par rapport à votre CV. Donc, quand je parle en fait de mettre en valeur ses compétences et ses expériences, ça veut dire que dans votre CV, il faut choisir les meilleurs ou bien les bonnes compétences et expériences à mettre en valeur par rapport à l'offre d'emploi sur laquelle vous êtes en train de travailler. Je m'explique. Il ne faut pas oublier que les recruteurs
reçoivent des centaines de CV. D'accord? Et donc, du coup, ils n'auront pas le temps de tout lire. Ils vont essayer de checklister la totalité des CV, mais ne garder que les CV qui vont sortir un petit peu du lot. D'accord? Donc, quand vous avez en fait des CV dans ce sens, pour que votre CV soit attractif, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien pour qu'il soit un petit peu, je dirais, sexy, euh, il faut pas l'encombrer et il faut choisir les bonnes compétences et les bonnes expériences à mettre en valeur pour pouvoir captiver l'attention du recruteur par rapport à cette offre d'emploi. D'accord? euh, Je vous donne un exemple. Euh, Si je suis quelqu'un qui est passé en fait par une dizaine d'expériences, est-ce que je suis dans l'obligation de garder ou bien de mentionner en fait toutes les expériences que j'ai pu voir, par lesquelles je suis passé? Ben, la réponse c'est non. Donc, il faut savoir sélectionner celles qui vont me rendre service et qui vont me valoriser mon CV pour l'offre d'emploi en cours. Donc ça, c'est le premier point. Je sais très bien qu'il y aura parmi vous des personnes qui vont me dire, là, c'est le cas des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas d'expérience professionnelle. Si on n'a pas d'expérience professionnelle, sachez qu'on a des stages. Et les stages pour une personne fraîchement diplômée, ça peut, on va pas dire que ça peut remplacer, mais elles sont valorisées. Ce sont des expériences professionnelles qui sont valorisées de manière différente par rapport à ce qui est proposé par des expériences professionnelles travail. D'accord? Mais ce sont des formes d'expérience professionnelle. C'est pourquoi je vous conseille, et je conseille à tout le monde, choisissez de bons stages. Essayez toujours de choisir des entreprises qui vont intéresser le recruteur par la suite, qui vont intéresser le recruteur dans le sens où l'entreprise elle est connue par son sérieux, par la qualité des stagiaires qui sont retenus, euh, un processus de choix de stagiaires qui s'impose. Malheureusement, je ne peux pas citer des exemples, mais vous avez les grandes boîtes chez nous au Maroc font passer aux stagiaires 2 à 3 entretiens et ils ne valident le stage que pour les personnes qui ont des sujets de projets de fin d'études qui sont intéressants et elles ne valident également les stagiaires que si elles voient que le stagiaire est motivé et il veut s'investir dans ce stage. Sinon, ben, généralement, le candidat n'est pas retenu et on connaît pas mal d'entreprises qui font ça. Deuxième chose, c'est que il faut que le contenu de votre stage consiste à opérer comme étant un consultant qui est junior. Ça veut dire que vous aviez une mission. Ça veut dire que vous avez eu pendant votre stage également un travail à faire. Ça veut dire que vous avez eu pendant votre stage un encadrant professionnel. Ça veut dire qu'il y avait également un output, un élément sortant qui est un projet de fin d'études. Et bien sûr, la majorité des cas, on vous pose même la question, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre stage? Quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées? Et quelles sont les solutions que vous avez présentées ou bien vous avez proposées à votre entreprise qui vous a accueilli pendant le stage. Donc j'espère que le premier point il est clair. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer au niveau du commentaire. Deuxième point, c'est avoir un CV différencié et différenciant. Je m'explique. Il faut se distinguer des autres. Si vous avez en fait un CV qui est sur la base d'un modèle, un CV modèle, soyez sûr que généralement, on n'est pas attiré par des modèles de CV qui circulent de manière flagrante. Donc, je peux vous dire à partir de ma petite expérience, au niveau du recrutement aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a 3, 4 modèles qui circulent aujourd'hui au Maroc. Et donc,
les gens vont prendre le modèle, vont l'alimenter par les informations personnelles. Yarbi, il fait le changement en interne par rapport aux composantes. On a eu même ça, je le raconte très souvent à mes étudiants. Je leur dis en fait, on a eu l'occasion de recevoir des candidatures où la lettre motivation est c'est un candidat, c'est un monsieur qui a postulé en fait pour le poste vacant, mais malheureusement il n'a même pas pris la peine pour voir sa lettre motivation et la corriger parce qu'il nous a envoyé la lettre motivation avec EE, c'est-à-dire au féminin, d'accord? Donc, et ça, c'est problématique. Donc, avoir un CV, un modèle que vous pouvez et vous devez créer vous-même, un modèle qui est un petit peu original et qui peut attirer l'attention du recruteur pour choisir votre CV, pour pouvoir vous donner en fait l'occasion pour un rendez-vous pour vous connaître réellement. Donc, ce qui arrive généralement dans cette étape, le plus fréquent, c'est que on a des candidats qui sont très intéressants, qui sont intéressés également par l'offre, mais malheureusement, comme ils sont pas dans la créativité et dans l'innovation, ben ils sont traités comme tout le monde et ils sont traités de la même manière, d'accord? Et donc pour la majorité, on voit que le CV n'est pas intéressant et donc on l'écarte. Voilà. Ça c'est un CV qui est différenciation, voilà. On peut innover. J'ai eu l'occasion en fait de voir, de recevoir en fait des CV et qui sont un petit peu innovants, où la personne, elle met carrément un code QR, d'accord, qui vous donne l'accès à une vidéo, d'accord, du candidat, où le candidat se présente correctement, professionnellement, et ça vous montre en fait que la personne sort un petit peu du lot. On a eu l'occasion de recevoir également des CV où la personne elle a un blog personnel, d'accord? Ça également, ça sort du commun et ça vous montre un petit peu le profil type de la personne avant de la rencontrer. Voilà. Donc je continue. Troisième point, et ça c'est un point qui est très important. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui prennent le temps en fait de tout détailler sur le CV. Moi, je dis souvent à des candidats comme ça, vous donnez pas l'occasion aux recruteurs de vous rencontrer parce que généralement, vous avez trop détaillé votre CV. Si vous voulez aujourd'hui que votre CV soit lu, généralement, je dis bien la règle générale, c'est de présenter votre CV sur une seule page. Essayez de donner en fait, ouvrir l'appétit du recruteur, de vous accorder un nouveau rendez-vous, de vous voir, de vous connaître de très près et de vous poser un petit peu les questions qu'il faut. D'accord? Maintenant, euh, bien sûr, avec le temps, quand on cumule l'expérience, une page n'est pas suffisante. Il faut alimenter avec plus de détails. Et là, on aura besoin pour chaque expérience de présenter, par exemple, le secteur d'activité, de présenter les nombreuses expériences professionnelles qu'on a. Mais bien sûr, un CV sur une seule page, c'est très conseillé pour donner l'occasion au recruteur de voir. Si c'est long, ben généralement le recruteur se lâche généralement de voir un petit peu 3, 4 pages, c'est trop difficile à lire, surtout qu'il va recevoir une centaine généralement ou beaucoup plus par rapport à chaque offre d'emploi. Voilà. Euh, donc toujours dans le CV sur une seule page, on va voir par la suite quels sont les types d'informations qu'on peut inclure dans le CV. Mais essayez en fait de bien choisir les informations qu'il faut mettre sur le CV pour attirer, comme j'ai dit, l'attention du recruteur et bien sûr savoir vendre son profil avant la rencontre physique avec le recruteur. Quatrième point. Le quatrième point, c'est lister ses expériences professionnelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lister? La règle générale, c'est qu'il faut mentionner le nom, la taille de l'entreprise, secteur d'activité, la date de début et de fin
du contrat, en mentionnant le type de contrat, vu la diversité des contrats qui sont présentés aujourd'hui, le poste occupé. Si c'est un poste d'encadrement, c'est-à-dire que vous êtes un manager, donc il faut également mentionner le nombre de personnes que vous encadrez, et puis essayer de donner je dirais un avant-goût à votre recruteur en citant quelques tâches qui ont été effectuées par rapport au niveau de ce poste, les résultats obtenus, surtout s'il s'agit d'un poste où les résultats sont quantifiables, c'est-à-dire pour un commercial par exemple, voilà, j'ai pu réaliser pendant l'année 2017 par exemple, je dis n'importe quoi, un chiffre d'affaires de par exemple 3 millions de dirhams, 2018 c'est 4 millions de dirhams, c'est pour mettre en valeur l'effort qui a été fourni et pour montrer également aux recruteurs que vous êtes productif également et savoir vendre un petit peu son travail. Euh, voilà le résultat qui est obtenu. Et comme j'ai dit également, c'est très important pour les postes de manager de donner une idée sur le nombre de personnes qui sont sous votre responsabilité. Parce qu'il y a en fait, il faut faire la différence pour les postes de responsabilité. Une personne qui gère une équipe d'une dizaine de personnes n'a pas les mêmes compétences managériales comme une personne qui gère une centaine de personnes. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, plus l'équipe grandit, plus ton poste managérial, il a une bonne pesée de poste et il est bien perçu. Voilà. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième, excusez-moi, le cinquième point, préciser pour chaque poste occupé les missions et les tâches qui sont réalisées. Donc c'est là, on complète par rapport au point numéro 4 qui est listé les expériences professionnelles. Ici, pour que le recruteur puisse avoir une meilleure idée sur ce que vous faites, sur vos compétences, que ça soit technique ou bien managériale, il n'y a pas de mal en fait à essayer d'expliquer en fait les missions et les tâches réalisées pendant que vous étiez en poste. Et pour les personnes qui ont eu beaucoup de postes, c'est-à-dire qui ont occupé une dizaine de postes, essayez surtout de développer les dernières expériences professionnelles, c'est très important. D'accord? Voilà, et bien sûr, à côté, les résultats obtenus, il faut aller vers l'essentiel en mettant de manière précise et concise, je dirais, les informations. Et bien sûr, il faut pas trop détailler, comme j'ai dit, pour donner l'appétit aux recruteurs pour avoir plus de détails pendant l'entretien face à face. Voilà. Sixième, sixième conseil ou sixième composante, c'est être honnête. Mentir sur un CV, c'est très facile. Mais des fois, vous allez être coincé soit par des questions. Ça nous est déjà arrivé en fait d'avoir des candidats qui ont menti sur leur CV, qui ont dit qu'ils ont travaillé dans une boîte ou bien ils sont passés par une entreprise alors qu'il y avait une personne du comité qui a déjà bossé en entreprise et donc du coup malheureusement sur place la personne a pu infirmer qu'elle est je dirais qu'elle était là. Donc la personne était vraiment dans une situation très embarrassante et malheureusement, elle a raté l'occasion de, de se racheter, d'accord? Elle a raté l'occasion d'être retenue pour le reste du processus de recrutement parce qu'elle a menti, d'accord? Donc comme je vous ai dit, mentir, oui, vous pouvez mentir, mais vous allez être coincé. Soit par la vérification, bien sûr, on demande, c'est très fréquent, on demande la vérification des références, ça se fait, c'est devenu très fréquent. On a nos propres outils pour aller voir est-ce que le candidat a dit la réalité ou bien il a menti, d'accord? Et également, ça nous permet en fait de dire est-ce que
la personne, elle est passée par une expérience bénéfique ou pas. Donc, je reviendrai au point de contrôle de référence. Je reviendrai à ce point. Voilà. Donc, être honnête, moi, je dirais, il faut mentionner sur le CV que ce qu'on a eu réellement comme expérience, d'accord? Parce que, in fine, mentir sur son CV, la personne ne fait que de créer ou bien de mettre en place son propre piège et généralement elle tombe elle-même dans son propre piège. Voilà. Donc la meilleure façon d'opérer et d'avoir un bon CV, c'est être honnête. Si j'ai effectué un stage, j'ai effectué un stage. Si c'est un recrutement qui n'a pas marché, je peux transmettre l'information sans aller dans le détail, sans citer les personnes. Et ça, c'est un conseil, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Essayez toujours d'éviter de parler de l'ancien recruteur du mal. Essayez toujours d'éviter de parler ce qui s'est pas bien passé en fait au niveau de l'ancien job ou bien l'ancienne expérience. On a eu des candidats, pendant par exemple un entretien, tu lui poses la question. Euh, comment vous pouvez évaluer votre expérience dans l'entreprise Y? Ben, il va vous dire, j'ai eu un gros problème avec mon manager. Tu as eu un gros problème avec ton manager. Malheureusement, c'est pas, ça devient, en fait, on rentre dans les détails et ça rentre dans les relations interpersonnelles et vous n'avez pas intérêt à parler de ça. Ben, généralement, essayez de parler des choses qui sont concrètes et qui sont professionnelles sans parler de personnes. Ben, généralement, on n'apprécie pas le fait de parler des personnes. Donc, être honnête sans être agressif, il faut être un bon diplomate. Le conseil suivant, c'est qu'il faut accepter la critique. Accepter la critique, donc vous avez plusieurs lectures par rapport à ce point ou à ce conseil, si on veut dire. Donc la première chose, c'est que accepter la critique, si vous définissez votre CV, essayez de le faire lire à plusieurs personnes. C'est-à-dire, dans votre entourage, essayez de voir si vous avez les parents qui sont avertis par rapport à ça, donnez-leur votre CV pour le corriger, des amis, des membres de la famille, des professeurs également. Si vous avez besoin de moi pour lire votre CV et donner des remarques, vous êtes les bienvenus, avec grand plaisir. D'accord? euh, L'essentiel, c'est que il faut accepter la critique, en fait. Pourquoi? Pour éviter, en fait, une critique qui va vous mettre mal à l'aise. C'est le jour d'entretien. Et le jour d'entretien, il y a des recruteurs qui peuvent se permettre de vous faire des remarques par rapport à votre CV. Et là, par contre, vous n'allez pas apprécier. Sachant que, de bonne foi, des fois, le recruteur, il essaie de vous donner des conseils pour améliorer votre CV, pour je dirais, des opportunités ultérieures qui peuvent se présenter. D'accord? Voilà. Donc, accepter la critique, que ça soit sur le volet input, c'est-à-dire quand vous avez fini votre CV, proposez à vos amis, vos contacts, à votre entourage, des professeurs qui peuvent avoir cet œil critique par rapport à un CV, qui ont de l'expérience également dans le recrutement, qui peuvent vous donner un coup de main dans ce sens. Accepter la critique également le jour d'entretien parce que il y a des recruteurs, comme j'ai dit, qui se permettent de vous faire des remarques par rapport à votre CV et vous donner des pistes d'amélioration. 8e point, il faut préciser. Tout à l'heure, on a dit préciser les compétences. Ici, c'est le niveau de compétence. C'est-à-dire que je vais, en parlant de compétences, je vais donner à mon recruteur une idée sur le niveau de compétence. Donc, s'il vous plaît, j'ouvre une petite parenthèse. Ça nous arrive de voir, en fait, des candidats qui mettent sur le volet compétences, ils mettent les matières. Les matières qu'on voit généralement n'ont rien à voir avec la compétence. Tu veux savoir quelles sont tes compétences? Tu dois te poser une seule question.
quelle est la chose que je peux faire là tout de suite? Là tout de suite, quelle est la chose que je peux faire si je pars travailler tout de suite? Donc, quand je parle de compétences, il faut que le recruteur ait une visibilité sur vos propres compétences. Et comme lui, il n'a toujours pas eu l'occasion de vous voir, pardon, essayez de savoir présenter. Donc, généralement, quand je parle de compétences, vous avez des compétences qui sont linguistiques, par exemple la maîtrise de langue espagnole, d'anglais, japonais, et vous pouvez donner une idée sur le niveau de compétence. Est-ce que c'est une compétence, je dirais, euh, vous êtes par exemple débutant, est-ce que vous êtes au degré de maîtrise ou bien carrément au niveau d'expert? Ça peut faire la différence entre, c'est-à-dire ces niveaux, il y a toute une différence là-dessus. Je parle également des compétences en informatique, par exemple. Des compétences en informatique, comme par exemple la maîtrise d'Excel, du Photoshop, maîtrise par exemple du Word, PowerPoint. Est-ce que vous êtes dans le level débutant, vous êtes dans le level expert, vous êtes dans la maîtrise, d'accord? Ça change. Parce que des fois, l'exigence du poste fait que moi, je veux recruter quelqu'un qui est excellent, par exemple, dans la langue espagnole, et j'ai besoin de ce profil immédiatement. Ça veut dire que si vous mettez sur votre CV la maîtrise de la langue espagnole et vous mettez très bien, ça veut dire que vous la maîtrisez réellement très bien. ماشي غنجيبك انا l'entretien دير لي اللقطات ديال l'espagnol. D'accord? Ça, généralement, on le tolère pas. D'accord? Et c'est généralement mal vu par rapport en fait, l'image que vous avez fait circuler à partir, à partir de votre CV. Donc, si vous permettez, il y a des questions qui sont posées. Je vais revenir sur ça. Euh, je vais revenir sur les questions, les 15 dernières minutes qui vont rester. Donc, il me reste encore 10-15 minutes et je vais essayer de répondre aux questions qui sont posées dans les commentaires. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est par rapport au niveau de compétences. Et permettez-moi de vous dire que des fois, quand vous sortez de la même école et peut-être vous avez suivi le même parcours que d'autres candidats, il n'y a rien qui distingue votre CV des autres, mis à part cette partie niveau de compétences. Le fait que l'entreprise ait besoin en fait de quelqu'un qui maîtrise très bien l'espagnol et qu'on a plusieurs candidats qui sont moyens, qui sont assez bien, mais là votre CV il présente une maîtrise excellente de l'espagnol, ça me permet moi de sélectionner votre CV et pas le reste des CV. D'accord? Voilà. Le 9e conseil, les informations de contact. Les informations de contact, ça veut dire quelles sont toutes les informations qui sont nécessaires. Ça veut dire votre email, ça veut dire votre téléphone. Je souligne en fait téléphone. Euh, le téléphone, il faut mettre un numéro de téléphone qui est joignable. Donc, je vais parler de ce point à la fin. Je vais revenir sur ça. Ça nous arrive en fait d'avoir des candidats qui soumettent en fait leur CV et puis ils changent de numéro de téléphone juste après. Et pire encore, c'est qu'ils répondent même pas aux emails. Donc, c'est un manque de sérieux de la part généralement des candidats, de quelques candidats, pas tous les candidats. Et il faut faire attention. Généralement, vous pouvez envoyer un CV qui est corrigé. Vous pouvez postuler pour une offre d'emploi et puis par la suite rappeler le service RH pour donner, actualiser l'information de contact. Gardez toujours votre adresse mail, checkez-la de manière régulière. Si vous, il faut créer un compte LinkedIn puisque vous êtes en recherche d'emploi. Donc, il faut également mettre à jour les informations qui sont sur votre compte LinkedIn parce que c'est votre image, hein. Voilà, c'est une forme de branding management, c'est du personal branding, pardon. OK? Donc, c'est très important d'avoir ces informations. J'ouvre une petite parenthèse. La photo, le nom et le prénom
normalement, ils font pas partie des informations de contact. Je m'explique. Euh, il y a plusieurs en fait sources de discrimination qui s'imposent aujourd'hui sur le marché de travail. Donc, je vais commencer par le commencement. Donc, aujourd'hui, les entreprises obligent carrément à ce qu'on mette la photo sur le CV. La photo sur le CV, c'est une source de discrimination. Elle est illégale normalement. Ça veut dire que si moi aujourd'hui je veux recruter quelqu'un, c'est sur la base en fait des compétences, de l'expérience, des diplômes, du savoir, savoir-faire et savoir-être dont j'ai parlé en fait par rapport au processus de recrutement la séance dernière, mais pas par rapport à la photo. D'accord? Deuxième source de discrimination, c'est le nom-prénom. Le nom et le prénom, ça donne également des sources de discrimination. Je ne parle pas de l'ensemble des recruteurs, mais vous avez des recruteurs, s'il n'y a pas de nom de famille bien déterminé, qui appartiennent à une culture régionale bien déterminée, des régions déterminées, ils ne recrutent pas. Ça peut être, je sais pas, Aroubi مع Aroubi بن عمو, ça peut être Chelh مع Chelh بن عمو, ça peut être Fassi مع Fassi بن عمو, ça peut être Sahraoui مع Sahraoui بن عمو. Et donc là, j'ai parlé de ça la dernière fois quand j'ai parlé des stéréotypages. D'accord? C'est en séance de psychologie qui a été en fait assurée le vendredi dernier. D'accord? Troisième source également de discrimination, c'est l'adresse, le lieu, votre domicile en fait. Quand vous êtes recruté, quand vous postulez à un poste de candidature et votre candidature elle a été déposée, ça peut être le cas ça arrive en fait que votre candidature soit écartée parce que tout simplement vous habitez un quartier populaire ou bien l'inverse, vous habitez par exemple, je dirais un quartier VIP. D'accord? C'est une source de discrimination également. OK? Vous avez également le fait de choisir, et ça, on le voit généralement dans les. euh, j'ai un son qui sort. Est-ce que vous m'écoutez toujours, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez toujours à m'entendre, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? J'ai un signal en fait qui se fait sur mon mic, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une coupure ou pas? Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît? Ok, ok. Merci. Merci, Amine. Ok, donc je continue. Donc vous avez plusieurs sources de discrimination, comme j'ai dit. J'ai cité quelques-uns. Le système anglophone aujourd'hui, ils sont arrivés carrément à écarter la photo. Ils ont pu écarter l'adresse. Ils ont pu écarter même le nom, prénom, parce que ailleurs dans le système anglophone, il peut montrer l'appartenance religieuse en fait du candidat, ainsi de suite. Donc j'espère qu'un de ces jours, on arrivera également à je dirais, cette attitude. Excellent. Merci beaucoup, les amis. Merci. Pensez toujours à actualiser vos informations de contact, s'il vous plaît, quand vous postulez à un poste. J'ouvre une petite parenthèse. C'est une discussion que j'ai eue avec mes étudiants du Master RH. Ça arrive généralement que vous recevez un CV où la personne elle est déjà en poste, mais elle veut changer en fait de boîte. Et ce qui arrive généralement, c'est que elle postule et par manque de professionnalisme de quelques chargés de recrutement, la personne, quand elle reçoit le CV, elle a des contacts dans une entreprise X où la personne elle travaille, et en échangeant avec, je dirais, des responsables, elle peut donner l'information que Monsieur X veut
et il a postulé chez nous, ou il est en train de chercher, ou bien on lui a passé un entretien de recrutement ou autre chose. C'est un manque de professionnalisme du côté du recruteur, mais ce que j'aimerais bien vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour les personnes qui sont en poste, vous n'avez pas besoin de mettre le nom de l'entreprise sur votre CV, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. Vous n'avez pas besoin de mentionner son nom. Il suffit de mentionner ou bien donner des signaux par rapport à cette entreprise, par rapport à la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, son positionnement sur le marché par exemple, et ne pas donner d'informations exactes sur son nom pour éviter des problèmes pareils. OK? Donc, et bien sûr, pendant l'entretien, vous pouvez donner l'information au comité de recrutement et demander à ce qu'on respecte le secret professionnel, sachant que normalement c'est une évidence, vous n'avez pas besoin de demander ça. OK? Voilà. Le 10e conseil ou bien 10e information par rapport au CV, traduire son CV. Donc traduire son CV, aujourd'hui c'est très fréquent. On va vous demander quand vous allez postuler en fait pour des postes qui sont vacants, c'est très fréquent de demander au candidat d'envoyer son CV en anglais. Donc soyez toujours prêts à avoir votre CV bien préparé, bien ficelé en français, mais également essayez de le traduire en anglais. Vous avez quelques structures, des multinationales en fait, qui est d'origine des pays arabes, d'accord, des pays du Golfe ou autre chose, qui demandent également le CV en arabe et en anglais. Et moi, je dis aujourd'hui que c'est un minimum d'avoir son CV et l'actualiser en fait en le traduisant en 2 ou 3 langues et le garder en fait prêt. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'à chaque fois que vous avez une petite expérience ou une compétence qui s'est développée, l'ajouter sur le CV. Donc, 11e conseil que j'ai pas mis en fait sur les diapos, mais c'est un conseil que je vous donne directement. Essayez tout le temps d'actualiser en fait votre CV. Les petites expériences, il faut pas je dirais, il faut les valoriser. Il faut pas sous-estimer les expériences que vous avez, essayez toujours de les valoriser et essayez toujours d'actualiser votre CV. Je reviens en fait à l'histoire de la photo. Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui dit que d'accord avec moi par rapport aux photos. Donc il n'a pas mentionné pourquoi. Voilà, c'est Karim Ait El Hajj. C'est Karim Ait El Hajj, je suis pas d'accord sur le point de vue sur la photo. Oui, parce que vous parlez selon votre angle d'attaque, votre point de vue. Je m'explique. Moi, je parle de manière générale. Je parle pas par rapport à certains métiers. Et je donne un exemple très terre à terre. Si aujourd'hui, moi, je veux recruter quelqu'un dans le commercial, j'ai besoin de quelqu'un qui est présentable. Je cherche pas une beauté, mais je cherche quand même une personne qui a un minimum de beauté. Je peux le comprendre. Mais des fois, ça devient un critère de discrimination. Donc, je m'explique. Un CV, pour un poste back office, donc c'est une personne qui n'a pas le contact en front office, كياخد كيقول لك لا الدبلومات ديالها واعرين وهذه ولكن الدريه خايبه. Si tu es là en train de recruter sur la base de la beauté, bah اسمح لي, ça c'est autre chose, c'est pas du recrutement بقوانو بقواعدو. C'est un recrutement malhonnête quand même. Donc, la base du recrutement, c'est sur les compétences. Bien sûr, on cherche un minimum, je dirais, pour avoir un contact facile, pour être accepté. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas que ça soit un point carrément de sélection dans ce sens. J'espère que c'est Karim répondu à votre commentaire. D'accord? Donc, pour la photo, s'il vous plaît, on exige la photo, comme j'ai dit. Comme j'ai expliqué, on l'exige pour des métiers qui sont en front office. D'accord? La relation avec la clientèle, comme j'ai dit, ça exige un certain minimum. ما كندويش على la beauté وعلى العينين وعلى non, mais إنسان يكون مقبول وهذه, oui, je peux comprendre. Pour les personnes qui ont opté pour le choix de la photo au niveau du CV, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, choisissez des photos professionnelles.
Ça va vous faire rire, mais on a eu des CV avec des photos des personnes جالسين في العراسية. On a eu l'occasion d'avoir des CV où la personne جالسة في البحر. On a eu des CV où la personne جالسة عائلية. D'accord? Donc, moi je dis, ما فيها باس إلا خسرنا واحد 20 درهم ونمشي نتصور عند مصور ونمشي ندير ان شوتينغ. راه الشوتينغ دابا جو بو لو فيغ. نمشي عند مصور عادي ديال الدرب ديالنا د الحومه يدير لي جوج ولا ثلاثه تصويرات افيك ان فون كي بلون avec je dirais واحد اللبسه اللي تكون بروفيسيونال avec des couleurs qui sont sobres مشطه تكون مقاده البنات اللي غيديروا الماكياج يكون ان تروك كي لايت c'est le minimum qui est exigé aujourd'hui. Mais Ghibli un CV où la personne elle a passé 4 heures pour se faire maquiller, où la personne l'a décolleté. Non, on postule pour un poste de recrutement. Il faut que la photo choisie soit professionnelle. Mais par contre, quand tu postules pour un contenu qui est professionnel, il faut que ça soit également professionnel. D'accord? Donc, ça, c'est le minimum qu'il faut faire. Donc, bien sûr, un CV pas trop de couleurs, il faut que ça soit professionnel. خليوكم دوك السيفيات اللي فيهم ديك الشرطه في الجنب هذه بالشيبي هذه بالقوقي هذه بالقرعي راه سي incroyable ce qu'on reçoit comme CV dans ce sens. Soyez professionnel, minutieux, méticuleux. Je dirais les informations dont j'ai parlé tout à l'heure avec les conseils, essayez de les respecter. Savoir également présenter et maîtriser le contenu, s'il vous plaît. On reçoit des candidats où il y a décalage. Si CV le mokho quand il présente lui-même et il va présenter oralement, il y a un décalage. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre lui et lui-même. Ce qu'il avait écrit et ce qu'il est en train de présenter. Donc le minimum, c'est maîtriser ce que vous avez sur vos CV. C'est le minimum qui est exigé. Et comme j'ai dit, plus vous êtes honnête, plus ce que vous allez dire sort du cœur, plus il va atterrir dans le cœur. D'accord? Donc, choisissez des photos qui sont professionnelles, un code vestimentaire qui est sobre, professionnel également, c'est le minimum. Donc, s'il vous plaît, ça c'est par rapport au CV. Je vais revenir sur des questions qui ont été posées. Je les vois sur le volet commentaires. Je vais travailler avec vous en fait la séance prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain, Inch'Allah, je vais voir avec vous les questions les plus posées pendant un entretien de recrutement. Mais j'aimerais bien que ça soit en interactivité si c'est possible. Essayez de préparer un petit peu une liste de questions et on essaie d'échanger dans ce sens. Donc, je vais voir en fait les questions qui ont été prises et je dis bonjour à tout le monde. Voilà. Nouhed, est-ce que vous montrez des CV? Car le slide est vide. Le slide, il n'est pas vide, ma chérie, ou si c'est une fille, hein, excusez-moi. En fait, j'ai essayé de mettre seulement des conseils et je les explique au fur et à mesure. Les CV, j'ai pas le droit de montrer les CV des gens. Voilà. Bonjour Zineb, c'est un plaisir. Younes, bonjour. Avec grand plaisir à Ouldi. Marhaba, c'est un plaisir. Ok. Habri, est-ce que vous pouvez nous montrer un exemple de CV qui sort du lot? Je vais essayer de voir, de cacher les informations et je peux vous le présenter, Inch'Allah, mercredi prochain avant d'entamer les entretiens de recrutement. C'est promis, Inch'Allah. Voilà. Hamid Ben Abdullah, comment faire l'équilibre entre la contrainte de présenter un CV dans une seule page et de détailler l'expérience? Donc, s'il vous plaît, je vais essayer de vous ramener un CV qui peut répondre à ces normes-là. J'en ai vu plusieurs. J'ai pas dit détailler. J'ai dit mentionner les expériences avec par exemple, 2 ou 3 tâches sous forme de tirés. Il faut les checklister. Type de contrat, le type de contrat, il va pas prendre ces 3 lettres. Hein. C'est soit CDD, CDI ou ANAPEC. Ça, c'est, je dirais, l'abréviation la plus longue possible. Mais ça va pas prendre beaucoup d'espace. Donc, de voir avec vous un modèle avec le ton. Yassine, surtout au niveau des langues, je crois qu'il parlait un petit peu de compétences. Voilà, oui. Si Younes, pourrions-nous vous demander votre email? Oui, avec plaisir. C'est hanan.liwa@gmail.com.
Hanan, H-A-N-A-N-E, point, E-2-L-I-O-U-A, gmail.com. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour Nisrine. Pour ceux ou celles n'ayant pas de stage, comment pallier à cette faille dans l'élaboration du premier emploi? Je suis désolée CNS, هذه ما كيعذروش فيها. La première expérience, il faut commencer par des stages d'abord. باش تهضر على un premier emploi, le premier emploi ne peut être déclenché que s'il y a des stages avant. Donc si vous n'avez pas aujourd'hui des stages, il faut penser déjà à avoir des stages avant de postuler pour un premier job. D'accord? Donc, c'est presque impossible de décrocher un emploi s'il n'y a pas des stages auparavant. Presque impossible. D'accord? Donc, les stages, au moins, ça vous initie au contexte professionnel, à la vie professionnelle. Vous regardez un petit peu de quoi s'agit-il. Vous connaissez un petit peu la structure d'entreprise, comment ça se passe, le volet éthique au travail, ainsi de suite. C'est très important. Donc, commencez déjà par chercher des stages. La qualité des stages est très importante. C'est très important. Et puis, par la suite, essayez de trouver un nouveau job. Voilà. Dans quelle section on met les formations certifiantes? Quelle section? La section, c'est une partie des compétences. Donc on peut mettre au niveau des compétences, par exemple, je prends n'importe quel cas. En management de projet, vous êtes certifié PMP. Donc je peux mettre compétences management de projet, je mets maîtrise certification PMP. Est-ce qu'il est possible de reprendre votre mail? Oui, Hanan, H-A-N-A-N-E, point, Eliwa, c'est E-2-L-I-O-U-A. Eliwa, gmail.com. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions qui ont été posées. Essayez de travailler en prenant en considération ces conseils. Et puis par la suite, si votre CV il est retenu, il faut jouer un petit peu sur l'entretien face à face, qui est très important. Il faut le préparer. Il y a des questions standards, mais il y a des questions qui vont sortir selon votre CV, selon ce que vous avez vous-même présenté, et qui peuvent soit vous piéger, soit valoriser votre candidature. Merci Adil, avec grand plaisir à vous le dire. Donc, j'espère que ça a été clair. On a avec nous donc une autre question, je termine avec ça. J'ai un diplôme, mais j'arrive pas à trouver des offres qui répondent à ma formation. Géopolitique. D'accord. Sérieusement, jusqu'à maintenant, je suis jamais passé par une offre liée à la géopolitique. Simstafa, laisse-moi le temps de chercher et je peux te répondre la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, je vais essayer de voir quelles sont les propositions. Est-ce que également est-ce que tu as passé des stages dans ce sens? Parce que généralement, les personnes qui ont du mal à trouver des emplois ont du mal généralement à avoir des stages. Donc je crois par rapport à la discipline géopolitique, déjà le problème il est posé au niveau des stages pour pouvoir trouver des offres à Simstafa. Je crois que j'ai compris un petit peu la problématique. C'est Fatih, marhaba Ouldi, avec grand plaisir. وإياك Inch'Allah. Donc sur ce, je vous dis, c'était un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup de votre écoute. Et je vous dis la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une nouvelle séance, en gestion de ressources humaines, et également pour ce vendredi une nouvelle séance en psychologie sociale. Et je vais traiter en fait la personnalité. C'est un thème en fait qui converge avec le recrutement parce que des fois on cherche même un profil personnalité qu'on a imaginé en fait. D'accord? Voilà.